Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Les habitués de l'émission savent à quel point j'adore les professeurs. Pour moi, c'est la job la plus importante au monde. Et là, Normand Baillargeon, que vous connaissez bien, a eu la brillante idée de diriger un ouvrage collectif. C'est Profs de ma vie et autres belles histoires d'éducation. Il a demandé à plein de gens, dont Éric Bédard, l'historien, Dominique Champagne, l'auteur et metteur en scène, Salomé Corbeau, que vous connaissez, David Goudreau, l'écrivain, Alexis Martin, Martin Petit, l'humoriste, et Rachida Azdouz, qui est avec nous, d'écrire sur les profs qui ont changé leur vie. J'adore ce livre-là. Il n'y a rien un défaut avec ce livre-là. Ils ne m'ont pas demandé de participer. Ah, mon Dieu, j'aurais aimé ça de parler de Madame Lalonde, que j'aurais Mademoiselle Lalonde, puis Madame Melenfant, puis Madame Bascaron, qui ont changé ma vie. C'est tellement important. Alors, ces profs de ma vie, qui sait, peut-être dans le tome 2. Normand Baillargeon est avec moi, Rachida Azdouz est avec moi. Merci beaucoup à vous deux. Normand, pourquoi ce livre-là? Il se passe plein de choses en éducation, puis par définition, immanquablement, quand il se passe des choses horribles, ben, les médias en parlent. Hein. On entend parler que dans telle école, il y a tel prof qui a fait quelque chose qui n'avait pas d'allure, l'école est délabrée, il y a des décisions malsaines qui ont été prises, ainsi de suite. Mais on sait aussi, moi je suis proche du milieu de l'éducation, là, que dans les écoles qu'on a au Québec, peut-être 3000 écoles, là, à chaque jour, il se passe un tas de choses extraordinaires. Et c'est des choses qui changent la vie des gens. On a tous ces histoires-là. Vous connaissez peut-être, M. Martineau, quand Camus obtient le prix Nobel de littérature, il écrit une lettre à son professeur en Algérie, au primaire, qui l'a tant aidé en le remerciant. C'est ça qui a amené. Moi, j'aime beaucoup Georges Brassens. Brassens se raconte dans sa vie, là, quand on était une gang de bums à l'école, là, puis on s'intéressait à rien. Puis est arrivé ce monsieur-là, Bonafé, là, qui a commencé à nous enseigner la poésie. Puis on s'est passionné pour la poésie, puis ça a changé sa vie. Alors, des histoires comme ça, il y en a des tonnes. J'ai eu le goût de demander. Plein. Oui, on en a tous. Je suis sûr que tout le monde en a des histoires comme ça. Des enseignants qui ont changé leur vie. Et c'est ça que je voulais raconter, des belles histoires qui se passent en éducation. C'est vraiment, c'est absolument magnifique. Là. Rachida Azdouz, votre prof qui a changé votre vie. Eh ben moi, c'est Mme S qui m'a appris, là, vous allez être content, vous qui détestez les petits lapins. Hein? Alors, c'est Mme S qui m'a appris à faire face à l'adversité. À défier l'autorité? Non, faire face à l'adversité, c'est très différent. À faire face aux grandes épreuves de la vie, à ne pas me laisser intimider par la meute, ni par les moutons, ni par le troupeau. Et elle m'a fait découvrir les stoïciens à un âge où c'est peu probable qu'on s'intéresse à la philosophie. Les stoïciens, là, ceux qui disent justement il faut rester zen. Oui, en quelque sorte, c'est un peu plus complexe que ça, mais donc c'est Mme S, dans le fond, qui m'a marqué. Et vous voulez que j'en parle? Vous voulez que je vous parle de Mme S ou vous préférez parler de Mme Lalonde? Oh non, je vous écoute. Alors, donc, Mme S, dans un épisode où j'ai eu à composer avec une horde qui m'intimidait, m'a donné une leçon extraordinaire. Elle m'a appris à ne pas être une victime de carrière, une héroïne d'occasion, mais à me défendre. Et à me défendre avec des armes intelligentes. D'accord? Et elle m'a... Et à ne pas vous complaire dans le rôle de victime. À pas me complaire. Et c'est ça que je trouve... Pourquoi j'ai choisi de raconter cette histoire-là? Vous défendre avec la parole, avec... Avec la parole, l'intelligence et surtout la force de caractère, de rester un esprit libre, ne pas plier devant les injonctions. Et ça c'est très utile aujourd'hui, hein, à l'ère de la polarisation du débat, ne pas plier devant les injonctions. Mais pourquoi j'ai fait ce choix-là, indépendamment de moi? C'est que l'école nous apprend beaucoup aujourd'hui. Il y a vraiment un souci d'apprendre aux jeunes à composer avec les nouvelles réalités sociales. On leur apprend les nouvelles réalités sociales et c'est très bien. L'école ne leur apprend pas à composer avec les épreuves de la vie. Elle cherche plutôt à les aplanir. On protège les enfants des épreuves de la vie. Or, c'est très important que l'école... C'est pas leur rendre service de faire ça. Pas du tout. Et faire face à l'adversité, c'est quelque chose qui s'apprend. Faire face à l'adversité, c'est quelque chose qui s'apprend et l'école le fait un peu moins qu'elle devrait le faire. Et je trouvais important de rappeler que rendre service à un enfant, ce n'est pas aplanir toutes les difficultés devant lui, c'est lui donner les outils intellectuels, affectifs et psychologiques pour les surmonter plutôt que les contourner. C'est de la musique à mes oreilles. Il va y avoir des obstacles dans ta vie, puis il faut que tu sois fait fort pour passer par-dessus. Normand Baillargeon, il y a plusieurs mots qui reviennent. Bien sûr, gentillesse, écoute, penseur de culture,
des gens qui nous allument, des gens qui reconnaissent un talent qu'on a puis qui n'est peut-être pas reconnu à la maison, puis des gens qui disent « Ah, toi, tu as quelque chose de particulier, puis on va t'encourager, puis tout ça. » Est-ce que l'autorité fait partie aussi d'un bon prof? L'autorité, sans être négatif, je ne parle pas des coups de règle sur les doigts. Non, là. c'est ça. Je pense que oui. Je pense que c'est une incarnation d'une forme d'autorité qui est nécessaire en éducation. L'idée, pour moi, est la suivante. Quand on apprend, là, on n'est pas immédiatement plongé dans le plaisir d'apprendre. On doit d'abord faire un moment d'attente. Hein? Oui. On n'aime pas spontanément la poésie, on n'aime pas spontanément telle ou telle chose. Et ce moment d'attente-là, qui ouvre notre esprit à autre chose, c'est ça l'autorité pour moi. Vous l'avez bien dit, hein, c'est pas les coups sur les règles, mais c'est ce moment par lequel l'esprit se prépare à recevoir quelque chose et à l'examiner. Et ça, c'est exigence aussi. Oui, mais et ça, c'est contraire aussi à ce qui souvent nous entoure dans le monde actuel, où ça doit être immédiat le plaisir. Oui. L'autorité, c'est ce qui met un moment d'attente, et là, le plaisir, il est très grand parce qu'il est obtenu comme ça. Être exigeant aussi envers les élèves. Là. Les élèves aiment ça, je pense. Les jeunes aiment ça qu'on soit exigeant. Et il n'y a pas de méchanceté ou de violence. Non, c'est ça, exactement. Et quand on fait ça, véritablement, et les bons profs le font très souvent, on fait goûter à des plaisirs qu'on n'aurait pas connus autrement. Tantôt, quand vous parliez de ce qui se passe à l'école, moi, j'aime ça rappeler ça aussi, c'est qu'on se découvre soi-même à travers ce qu'on apprend. On ne savait pas qu'on avait telle ou telle chose en nous. Hein. Le mot de Rimbaud, je le cite souvent, « je est un autre ». À l'école, tu découvres que tu es autre chose. « Ah, je ne savais pas ». Et là, il y a plein d'exemples dans le livre de gens qui ne pouvaient pas savoir que l'art, la musique, le théâtre les passionnerait. Et grâce à des enseignants, ils vont découvrir ça et consacrer leur vie à ça. Bien sûr, quand on parle d'éducation, tout le monde, on a tous en tête la Société des poètes disparus, le film avec Robin Williams, ce prof-là un peu extravagant qui montait sur les tables, qui récitait des poèmes et tout ça. Et j'en discutais récemment avec un invité. Les profs qui nous ont marqués lorsqu'on était jeunes, on leur donnait une certaine marge de manœuvre aussi dans les classes. On leur faisait confiance en disant, enseigne selon tes façons à toi, selon ta stratégie à toi. L'important, c'est qu'à la fin de la session, les étudiants aient obtenu les mêmes objectifs, atteint les mêmes objectifs. On dirait qu'aujourd'hui, tout est tellement formaté. Je ne sais pas si les profs ont autant de marge de manœuvre. De marge de manœuvre dans une classe pour faire une différence auprès de l'enfant. Et pourtant, on n'arrête pas de parler d'autonomie professionnelle. Oui. Donc, théoriquement, il aurait cette marge de manœuvre. Quand tu fermes ta porte, tu utilises les moyens que tu veux pour atteindre les objectifs du ministère. Et c'est souvent ce qui arrive quand on commence à parler de quelque chose. Souvent, la chose on parle beaucoup d'autonomie parce que justement, les profs se sentent tellement pris, tellement coincés. D'abord avec un programme. Avec un programme, on est beaucoup dans l'approche par compétences. Tout est séquencé, donc on leur laisse très peu de marge de manœuvre pour exercer réellement cette autonomie professionnelle. Et c'est ça qui est dommage. C'est comme quand on parle d'école sanctuaire. Je pense que Normand prône l'école sanctuaire, mais quand on dit une école sanctuaire, c'est pas une école qui est repliée sur elle-même, refermée, et qui refuse une école réactionnaire, qui est nostalgique du bon vieux temps. Non, au contraire, l'école sanctuaire, c'est cette école qui tire les élèves vers le haut, parce que autorictas, c'est d'abord ça, l'autorité, c'est tirer vers le haut, autorictas, et c'est une école qui prend le temps et le recul et la distance par rapport aux événements, pour pouvoir aller plus en profondeur dans le regard sur le monde. C'est ça une école sanctuaire. C'est pas une école fermée, complètement repliée. Vous parlez de la base du mot autorité, mais éduquer, c'est arracher. Hein? C'est ça c'est une des étymologies possibles, effectivement. On t'arrache de ton milieu, on t'arrache de ton époque, on t'amène ailleurs. On t'amène ailleurs, puis cet ailleurs-là, pour moi, c'est très important. C'est l'ailleurs qui est porté par des valeurs universelles, par le savoir, par la vérité, par la culture. Ces choses-là auxquelles, moi, j'aimerais qu'on soit collectivement attachés, puis je pense qu'on l'est quand même, mais il y a souvent dans notre monde actuel, il y a une vision très utilitariste de l'école, très marchande, très... Je ne veux pas nier que l'école sert aussi à apprendre un métier, mais l'école est surtout attachée à ces valeurs-là, transcendantes, excusez le grand mot, qui sont la beauté, le savoir, la vérité, le respect d'autrui, la discussion, la libre discussion, les échanges. Voilà. Est-ce qu'on en demande trop à l'école? Parce que là, on demande presque aux professeurs d'élever les enfants aussi, ce qui devrait être le boulot des parents aussi, là. Peut-être qu'on en demande trop, qui trop embrasse mal les trains. L'école ne peut pas tout faire. Mais l'école, je pense qu'on est en train d'invalider la notion de savoir. C'est pas un gros mot, le savoir. Le savoir n'est pas violent. Le savoir, c'est une liberté. Ça donne de la liberté, même à des gens qui, au départ, n'ont pas les moyens d'y accéder. Ce qui est violent, c'est pas le savoir.
Ce sont tous les obstacles autour. Ce qui est violent, c'est d'empêcher des gens d'accéder au savoir. Ça, c'est la violence. Mais le savoir en lui-même, au contraire, c'est une arme. C'est une arme, et c'est justement avec le savoir qu'on peut justement contrer les fake news, faire face à l'adversité, faire face à des gens J'aime bien ça. Je vous dis, faire face à l'adversité, c'est ça, se faire pousser une couenne, comme on dit, là, pour pouvoir passer à travers la vie, parce que la vie n'est pas toujours facile. Et pour le faire intelligemment, il faut du savoir. Sinon, on le fait à grands coups de poing. Et là, on demande aux enfants d'être respectueux envers leurs professeurs, mais en lisant ce livre-là, ce serait important aussi que les parents soient respectueux envers leurs professeurs. Ça serait important aussi. On entend toutes sortes d'histoires là-dessus. Vous savez, il y a des parents qui sont très respectueux du savoir, de l'école, etc. Il y a malheureusement aussi des parents qui le sont moins. Et pour les enseignants, ça peut être très, très difficile. Les mots du fonctionnaire à enfants gâtés qui ont 2 mois de congé par année. Une chance qu'ils ont 2 mois de congé, c'est Lucien Francaire, mon ami décédé, qui était professeur. Et d'une chance qu'on a 2 mois de congé, sinon on deviendrait fou. C'est ça qu'il disait. Mais c'est un très beau livre. C'est Profs de ma vie, autres belles histoires d'éducation. Ça ferait soit un documentaire, soit une série à la télévision où des gens rencontrent leurs professeurs. Ça, j'adore. On en a des histoires comme celle-là, hein, où quelqu'un va revoir l'enseignant qui l'a marqué, puis ils se parlent ensemble. Ça fait des magnifiques histoires. Dieu, je suis devenu comédien, c'est grâce à vous qui m'avez apporté. Je suis devenu, etc. Oui. Et là, puis souvent, les profs, ils se rendent pas toujours compte de qui ont réussi à faire cet effet, à produire cet effet-là, mais ils l'apprennent plus tard. On entend parfois des histoires. Moi, j'en ai entendu un prof qui reçoit une lettre 20 ans plus tard d'une enseignante, quelqu'un qui est connu. Et c'est vous qui avez changé ma vie. Vous avez été important dans ma vie. Vous avez été importante dans ma vie. C'est ça. Parce que des fois, les autres, ils ont l'impression de parler à une trentaine de perdus devant les autres en se demandant. Mais c'est vrai que ça ferait soit un beau documentaire ou une belle série télé. S'il y a des producteurs, des productrices qui nous écoutent, Normand Baillargeon entend votre appel. Moi, je suis preneur pour regarder ça. Merci beaucoup. Très beau texte, Rachida Asdouz. Oui, magnifique on pourrait texte. en parler pendant 1 heure, là, mais ça s'intitule « Ces profs de ma vie et autres belles histoires d'éducation ». En attendant le 2e tome. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye.